Tu sais, j'essaierai et je continuerai toujours d'essayer. Mais c'est comme si j'en étais arrivé au point où je me demande pourquoi est-ce que je la retiens encore, genre pourquoi faire. Tu vois? Je suis toujours dans la même maison, la même situation, la même position. Tout est toujours pareil. La plupart du temps, ça a juste été moi contre le monde. Ça a juste été moi qui menais un combat de plus en plus difficile avec un gros rocher sur le dos, tu vois, alors que je vois des gens qui ne méritent même pas la moitié de tout ça. Ils ont désormais la voie royale jusqu'au sommet. Tout le principe des films Terminator, c'est que, tu sais, tout est joué d'avance contre toi. Il n'y a aucun espoir pour l'humanité. Tu sais, on est au bord de l'extinction, tu vois. Ces machines sont inarrêtables. Des machines à tuer qu'on ne peut pas battre, qu'on ne peut pas déjouer. Mais oui, l'humanité essaie quand même de se battre jusqu'au bout. Je sais que c'est un film, mais parfois j'aime imaginer être un Terminator ou autre. Même si tu sais, même proche de la panne totale, il tente toujours d'accomplir sa mission, tu vois. Les habitants d'une petite banlieue de Plymouth, en Angleterre, ont été traumatisés en 2021 lorsqu'un tireur actif a fait un carnage, tirant sur 5 personnes avant de finalement se donner la mort. Jake Davison était un jeune homme troublé qui avait du mal à contrôler ses émotions, et pourtant, il avait pu obtenir une arme à feu légalement. Non seulement l'événement, simplement appelé la fusillade de Plymouth, a été dévastateur pour la ville de Plymouth, laissant derrière lui une traînée de terreur et de chagrin. Mais le fait que Davison ait pu se procurer une arme à feu a suscité de nombreuses critiques, réactions et indignations de la part des citoyens qui estimaient que la police et les lois sur les armes à feu n'avaient pas fait leur travail efficacement. Mais qui était exactement Jake Davison? Et comment a-t-il pu obtenir légalement une arme à feu? Dans ce documentaire, nous cherchons à éclaircir ces questions et bien d'autres en examinant l'affaire horrible de Jake Davison et la fusillade de Plymouth. Le 12 août 2021, Jake Davison, âgé de 22 ans, est rentré chez lui après son travail d'apprenti grutier. Après avoir terminé sa journée vers 15 heures, la caméra de vidéosurveillance de son voisin l'a filmé entrant au Dixet Bidick Drive, la maison qu'il partageait avec sa mère dans le quartier de Keyham à Plymouth, portant encore son gilet de travail haute visibilité. Pendant des heures, tout était calme dans la maison. La mère de Davidson, Maxine, âgée de 51 ans, a quitté la résidence pour un rendez-vous chez le dentiste vers 17h20. Mais elle s'est vite rendue compte qu'elle s'était trompée de date, et elle est rentrée chez elle environ 15 minutes plus tard. À un moment donné après son retour, Maxine a eu une dispute avec son fils, au cours de laquelle Davison l'a saisie à la gorge et a refusé de la laisser sortir d'une des chambres. À 18h05, Maxine a été entendue pour la dernière fois par sa sœur, Marlene Hill, qu'elle a appelée paniquée à propos de son fils. C'est Marlene qui a ensuite appelé la police, mais sans qu'elle le sache, il était déjà trop tard. Après l'appel téléphonique, entre 18h05 et 18h08, Davison a tiré 2 fois sur sa mère avec un fusil à pompe. Les voisins se souviendront plus tard avoir été surpris par le bruit de 2 fortes détonations après que Davidson ait tué sa mère. Davidson a quitté la résidence. 1 minute plus tard, la petite Sophie Martin, âgée de 3 ans, et son père Lee, âgé de 43 ans, sont entrés dans Bidick Drive, après avoir emprunté le sentier Snaky Path à proximité. Ils ont été les 2 prochaines victimes de Davidson. À 18h12, la sœur de Maxine, Marlène, a finalement réussi à joindre les services d'urgence. Elle a dit à l'opérateur
Je viens d'avoir un appel de ma sœur. Son fils, souffrant de troubles mentaux, l'a enfermée dans une chambre et saisie à la gorge. Il ne la laisse pas sortir. Peu de temps après, les opérateurs ont commencé à recevoir d'autres rapports inquiétants provenant de Biddick Drive, un témoin affirmant qu'un homme avait tiré sur quelqu'un et revenait en actionnant la pompe de son fusil. Un autre appelant a déclaré « Il est derrière Biddick Drive, il tire sur d'autres personnes. C'est sûrement une arme automatique parce qu'il tire tout le temps. » Quand on lui a demandé si c'était comme une AK-47, le témoin a répondu « Oui, c'est ça. Sa porte d'entrée est ouverte. Il a peut-être tué sa mère. C'est un gars énorme, il a une barbe. » Les appels de riverains terrifiés continuaient d'affluer. Un témoin est entré dans le parc près de l'avenue Royal Navy, mais a pris la fuite en voyant Davison se promener avec le fusil de chasse. Pendant que ces appels continuaient, Davison continuait de rôder sur Biddick Drive à la recherche de sa prochaine cible avant de se diriger vers l'avenue Royal Navy. Il allait bientôt tirer à travers la fenêtre de devant d'une maison voisine, blessant une femme de 53 ans et son fils de 33 ans, avant qu'il ne soit vu remontant l'avenue Royal Navy où il a tiré et tué Stephen Washington, âgé de 59 ans qui promenait ses 2 chiens. Par la suite, Davison a été vu se dirigeant vers Henderson Place, en portant l'arme à feu. Des images de vidéosurveillance l'ont filmé descendant la rue. À 18h13, Katie Shepherd, âgée de 66 ans, est de remonter Henderson Place, et en passant devant un salon de coiffure, elle a s'était abattue et mortellement blessée. Selon un rapport, Davison a dit à un passant qu'il n'y avait rien à craindre, mon pote. Davison a ensuite été vu entrant dans Bedford Street, où d'autres caméras de vidéosurveillance l'ont enregistré, se dirigeant vers un parking à proximité. Là, il aurait menacé verbalement des membres du public. Mais il n'a blessé ni tué personne à ce moment-là et est parti sans tirer. En revenant à Henderson Place, il n'aurait eu plus que 2 cartouches. Pendant ce temps, de retour à Henderson Place, un passant a appelé les services d'urgence après avoir découvert Katie Shepherd lorsque le bruit des coups de feu avait retenti. À 18h16, 2 policiers non armés, l'agent Printer et l'agent Temple, sont arrivés sur les lieux et ont commencé à prodiguer les premiers secours à Katie. Peu après, une ambulance est arrivée. À 18h22, Davison est réapparu de façon glaçante à Henderson Place. La caméra embarquée de l'ambulance a montré le tireur avec son arme sous le menton. 2 autres policiers non armés sont arrivés sur les lieux peu après cela. Les images de la caméra piéton de l'agent Printer l'a montré en train d'appeler Davidson pour tenter de l'empêcher de mettre fin à ses jours, mais Davidson l'a fait quand même. À 18h23, peu de temps avant de se suicider, Davidson a été décrit comme marchant comme s'il était en patrouille, comme un soldat avec une arme, et il avait une expression vide sur le visage. Kate Shepherd est décédée plus tard à l'hôpital d'Hereford, tandis que la mère et le fils blessés par balle à travers leurs fenêtres ont survécu après avoir été soignés. Les scènes des meurtres restants ont été bouclées par des policiers qui les ont qualifiés d'incidents graves impliquant des armes à feu. La police a indiqué que la fusillade était maîtrisée à 21h25. Jake Davison est né le 21 août 1998 à Plymouth, de Maxine et Mark Davidson. Le couple avait vécu sur l'île de Shetland dans les années 1990, où leurs 2 premiers enfants, Zoé et Josh, sont nés. Mais ils sont repartis en Angleterre avant la naissance de Davison. Il se rendait régulièrement sur l'île pour passer du temps avec sa famille élargie là-bas. Une source qui s'est entretenue avec le Daily Record a déclaré qu'il était bien connu que Davidson souffrait de problèmes de santé mentale depuis son enfance. Il aurait été en froid avec son père, Mark, au moment des fusillades, et cela depuis un certain temps, les médias rapportant que Mark avait des problèmes de violence, d'alcoolisme et de comportement criminel. En 2010, il a été condamné à une amende de 600 livres par le tribunal pour avoir proféré des insultes racistes à l'encontre d'un passager de bus. Il se rendait en Angleterre pour un travail de pêcheur et a consommé une bouteille d'alcool pendant le voyage en se cachant dans les toilettes. Lorsqu'on lui a demandé de sortir des toilettes, Mark a poussé le chauffeur de bus et a lancé des insultes racistes à l'autre passager.
En 2014, le casier judiciaire de Mark s'est allongé rapidement. Il a évité la prison après avoir donné un coup de tête à un promeneur de chiens, puis a été incarcéré pour agression lors d'une bagarre de rue. De plus, il a été condamné à 8 mois de prison après avoir agressé un autre pêcheur, allant jusqu'à mordre la victime à la joue. Citation : comme un animal qui s'accroche à sa proie. L'événement s'est déroulé sur le bateau de pêche à la coquille Saint-Jacques King Explorer à 30 miles de Scalloway, dans les Shetland. Mark s'était disputé avec un membre d'équipage plus jeune avant de frapper la victime. Puis, il s'est accroché à la joue de l'homme et ne voulait plus lâcher prise. Mark a déclaré se sentir isolé, étant le seul Britannique parmi l'équipage de travailleurs polonais. En tant que jeune garçon, Davidson a été diagnostiqué à la fois autiste et atteint de TDAH, et il a fréquenté l'école Mount Tamar pour enfants ayant des besoins particuliers. Son père l'a décrit comme une personne souvent dans son propre monde et qui avait du mal à exprimer ses émotions. Dès l'école primaire, la famille et les enseignants de Davidson s'inquiétaient de son comportement, notamment après qu'il aurait frappé un camarade si fort qu'il s'en serait cassé le poignet à l'âge de 10 ans. Le personnel du service de santé mentale pour enfants et adolescents a également affirmé que Davidson jouait à des jeux vidéo violents depuis son plus jeune âge et avait du mal à distinguer la réalité de la fiction. Les enseignants qui ont connu Davidson dans sa jeunesse ont souvent des avis partagés sur lui. Certains le trouvaient drôle, intelligent et apprécié, mais d'autres s'inquiétaient eux de son intérêt pour les armes à feu et sa colère. Un ancien professeur, Jonathan Williams, a déclaré plus tard au Télégraphe que Davidson aurait bénéficié d'un plan d'éducation et de santé, ce qui aurait impliqué qu'il soit suivi par les autorités jusqu'à l'âge de 25 ans. Après la fusillade, il a déclaré « Quelqu'un n'a tout simplement pas fait son travail concernant la question du autorisation de détention d'armes à feu. La soi-disant approche multi-agence de la protection semble avoir échoué de façon catastrophique. » À moins qu'il ne soit d'une certaine manière raisonnable qu'un policier lise et comprenne un historique détaillé de TOC, de problèmes de colère, de dépression et d'autres troubles associés, et décide ensuite que ce demandeur devrait pouvoir posséder une arme à feu. Vers l'âge de 13 ou 14 ans, lors d'un entretien avec une organisation de conseil en santé mentale appelée Careers Southwest, Davidson a été décrit comme aimant les armes à feu. L'entretien a noté qu'il voulait rejoindre un club de tir. L'entretien a surtout porté sur la manière de s'initier aux armes à feu. Nous avons suggéré les cadets de l'armée. D'autres médias, y compris des articles de la BBC, affirment qu'il avait dans sa jeunesse l'ambition de devenir tireur d'élite. Bien qu'il n'y ait pas beaucoup de détails documentés en ligne sur l'enfance de Davidson, il semble que son intérêt pour les armes à feu était très présent, l'ayant suivi jusqu'à l'âge adulte au point d'inquiéter sa mère. En 2016, alors que Davidson avait 18 ans, sa mère a appelé Careers Southwest parce que son fils était très isolé et qu'elle s'inquiétait de son obsession dévorante pour les armes. Le mois suivant, Davidson lui-même a déclaré à Careers Southwest que sa véritable passion était les armes à feu, et il a évoqué son désir de travailler dans un magasin qui en vendait. Un employé du programme a parlé de la situation avec son responsable, car il craignait de devoir faire un signalement au dispositif Prevent concernant Davidson. Les signalements après-vent visent donc des personnes à risque de radicalisation pouvant soutenir ou commettre des actes terroristes. Mais le responsable de l'employé estimait qu'il n'y avait aucune preuve que Davidson parlait avec des personnes susceptibles de profiter de lui et, par conséquent, aucun signalement n'a jamais été effectué. 2016 a été une année intense pour Davidson, selon tous les témoignages. En plus de l'inquiétude croissante de sa mère concernant sa fascination pour les armes à feu, il a également attiré l'attention de la police lorsqu'il a attaqué un homme nommé Scott Hobbs sans provocation à l'intérieur d'un supermarché. Il aurait poussé Hobbs au sol avant de le frapper à plusieurs reprises mises à la tête, puis d'attaquer sa petite amie enceinte. Le lendemain, les deux se sont de nouveau croisés et Davidson aurait menacé de tirer sur Hobbs. Hobbs a signalé que la police ne semblait pas prendre la situation au sérieux malgré sa démarche. Bien que les autorités aient interrogé Davidson, il n'a été ni arrêté ni inculpé, seulement averti. Hobbs a dit que la police lui avait assuré qu'il n'y avait rien à craindre.
Davidson s'intéressait beaucoup aux armes à feu et fréquentait aussi des forums incel. Incel est l'abréviation de célibataire involontaire et désigne des hommes qui souhaitent avoir des relations sexuelles mais qui, pour une raison ou une autre, n'y parviennent pas. Laura Bates, qui a étudié la culture incel pour son livre Men Who Hate Women, a expliqué au Guardian « Autrement dit, ils n'ont pas de relations sexuelles et aimeraient en avoir. Ils considèrent les femmes comme des objets sexuels totalement marchandisés et déshumanisés, uniquement destinés au plaisir sexuel masculin, et tiennent les femmes pour responsables du fait qu'eux n'ont pas de relations sexuelles. Les incels se sentent souvent en droit d'avoir des relations sexuelles avec des femmes, qu'ils appellent femelles ou fémoïdes, afin de les déshumaniser davantage. Cependant, la communauté incel comprend de petits groupes aux opinions légèrement différentes. Certains de ces groupes pensent qu'ils peuvent augmenter leur attractivité auprès des femmes en devenant plus en forme physiquement ou en améliorant leur apparence d'une manière ou d'une autre. Ces groupes utilisent souvent des termes comme looks maxing ou gym maxing. Ces hommes sont qualifiés de red pillés, terme désignant ceux qui ont adopté de nouvelles croyances ou se sont éveillés à une autre vision. Selon le groupe anti-haine, l'Anti-Defamation League, être red pill n'indique pas nécessairement un glissement vers l'extrémisme, ajoutant que cela peut être aussi simple qu'un démocrate devenant républicain, ou aussi radical que quelqu'un en venant à croire que les juifs contrôlent le monde ou que le féminisme détruit l'Occident. En ce qui concerne spécifiquement la red pill des incels, beaucoup de ces hommes croient qu'ils ne seront jamais désirables et, par conséquent, ne trouveront jamais d'épanouissement sexuel ni de bonheur. Ils croient que 80% des femmes ne désirent que 20% des hommes, laissant les 80% restants sans partenaire. Ils n'aiment généralement pas non plus le féminisme qui, selon eux, a provoqué un changement de pouvoir. Le féminisme a permis aux femmes de vivre sans avoir besoin des hommes et donc de coucher avec qui elles veulent, au lieu de choisir ceux qui peuvent subvenir à leurs besoins. Ensuite, il y a les individus qui se considèrent comme faisant partie du mouvement Black Pill. Ces hommes ont souvent une vision très sombre et défaitiste du monde, convaincus que rien ne peut changer les systèmes en place, mais ils croient être les seuls à voir le monde tel qu'il est réellement. La violence contre les femmes est répandue dans la plupart des sphères de la culture incel, mais elle est particulièrement présente dans les mouvements Black Pill. Contrairement aux individus red pillés, plus optimistes, qui pensent en pouvoir améliorer leur apparence, les hommes black pillés croient que leur attractivité est dictée par la génétique, et que s'ils ne sont pas nés beaux, il n'y a aucun espoir pour eux. Le cas le plus notable d'une personne black pillée est probablement le tireur incel Elliot Roger. Bien qu'il ne se soit pas décrit lui-même comme black pillé, il a montré de nombreux traits que nous qualifierions aujourd'hui de caractéristiques d'une personne black pillée. Par exemple, il croyait qu'il était impossible de changer le système, et que la mort et la violence étaient inévitables. Certaines communautés black pillées en ligne affirment que passer à l'acte ER, une référence à Roger, est l'une des rares opportunités qui leur restent. Laura Bates a déclaré à propos des groupes black pillés qu'ils incitent activement à ce qu'ils décrivent comme un soulèvement incel ou une journée de rébellion, où ils quitteront Internet pour passer à l'action et massacreront des femmes. Ce n'est pas une communauté bienveillante et solidaire d'hommes seuls, avec seulement quelques personnes qui incitent à la violence. C'est une communauté spécifiquement axée sur et obsédée par la violence contre les femmes. Les témoignages indiquent que Davidson s'identifiait surtout à la section Black Pill de la sphère incel. Sous le pseudonyme Professeur Waffle, il a mis en ligne des vidéos sur YouTube dans lesquelles il faisait référence à l'incel, au point de vue Black Pill et au nihilisme. Dans sa dernière vidéo publiée sur la chaîne, il a déclaré que, dans l'ensemble, ça a juste été moi contre le monde. Qu'il avait été abattu et vaincu par la vie, et qu'il ne donnerait pas plus de précision. Moi-même, en tant qu'incel, j'ai parlé à des personnes comme moi qui n'avaient personne d'autre sur qui compter. Bien qu'il ait affirmé ne pas s'identifier comme incel, Davidson a répandu une rhétorique misogyne en ligne. Il a évoqué à un moment donné le fait d'avoir manqué une romance d'adolescent et a qualifié certains hommes de Chad, un terme incel utilisé pour décrire des hommes qu'il considère comme attirants, confiants et sexuellement actifs. Il représente donc souvent les 20% d'hommes que 80% des femmes désireraient, soi-disant. Lors d'un coup de gueule, il a dit « Le chef d'entreprise peut faire faillite 2 fois, mais devinez quoi ? Il avait une femme et des enfants pour le soutenir. »
Est-ce que l'incel ou le puceau a ça? Non. Imagine tout rater dans la vie et n'avoir absolument aucun soutien. De plus, Davidson ressentait clairement qu'il méritait quelque chose du monde. À un moment donné, il a déclaré dans une vidéo « Ça a toujours été moi, menant un combat difficile avec un putain de gros rocher sur le dos. Voir des enfoirés qui ne méritent rien, maintenant ils montent au sommet sans effort. » Davidson croyait aussi qu'il était tellement laid qu'il ne pouvait pas améliorer sa situation, même s'il avait apparemment commencé à faire du sport plusieurs années avant sa mort. Ses affaires auraient apparemment envahi la maison. Il avait sa propre chambre, un bureau avec son ordinateur, et il avait installé son matériel de musculation dans le salon. L'ex-petite amie de sa mère, qui a vécu un temps avec la famille, affirme avoir vu Davidson utiliser des stéroïdes anabolisants, illégaux au Royaume-Uni. Il se nourrissait surtout de compléments protéinés et de boissons énergisantes. Membre actif du site de forum Reddit, où des communautés se réunissaient plein souvent pour discuter de centres d'intérêt communs, Davidson passait beaucoup de temps à discuter en ligne avec d'autres passionnés d'armes à feu. Cependant, son compte a été suspendu un jour avant la fusillade, après qu'il a été découvert qu'il harcelait une fille de 16 ans. La jeune fille, vivant en Amérique, était d'abord amicale avec Davidson après leur rencontre en ligne, mais la relation s'est dégradée quand il a commencé à la harceler en lui demandant sans cesse des relations sexuelles. La jeune fille a affirmé qu'il lui demandait fréquemment de sortir avec lui, de venir le voir et d'avoir des rapports sexuels avec lui. Il aurait déclaré que l'âge de consentement au Royaume-Uni est de 16 ans. Elle qualifie ses propos d'inquiétants et pédophiles, lui disant de ne pas écrire à des mineurs, alors que d'autres sur Reddit lui suggéraient en peu d'aller voir la police. Elle ne l'a finalement pas fait, en partie parce que sa mère lui avait dit de ne pas s'en mêler. Un article du Télégraphe indique que la jeune fille a partagé publiquement une partie de leur conversation, dans laquelle Davidson disait trouver des filles de 16 et 17 ans attirantes. Il trouvait les filles attirantes et décrivait en détail ce qu'il ferait s'il sortait avec quelqu'un de cet âge. Davison était également connu pour parler de sa profonde haine envers sa propre mère, Maxine, qu'il décrivait comme étant ignoble, dysfonctionnelle, chaotique, et il s'en prenait aux mères célibataires dans divers discours enflammés. Il disait que sa dernière dispute avec Maxine portait sur les allocations qu'il touchait lui pour son autisme. En juillet 2021, juste un mois avant les fusillades, il a écrit « Heureusement j'ai reçu l'argent du PIP parce que j'ai vraiment de l'autisme, que j'aurais vraiment dû prendre à ma mère à 18 ans. Mais comme un idiot, elle m'a manipulé et culpabilisé pour qu'elle le garde jusqu'à ce qu'à 22 ans j'en ai eu assez et je le lui ai repris. » Selon tous les témoignages, sa relation avec sa mère s'était détériorée ces derniers mois. Les membres de la famille ont rapporté que le duo se disputait fréquemment à propos des opinions misogynes de Jake, et même les voisins ont remarqué la tension entre eux, l'un d'eux déclarant « Maxine et Jake étaient autrefois si proches ». On le voyait toujours l'aider à faire les courses chez Lidl, mais ils se disputaient sans cesse souvent. Jake était très réservé enfant. C'était une âme tourmentée, passionnée par les armes à feu dont il connaissait tout. Un autre ancien partenaire de Maxine se souvenait que son fils la traitait comme une esclave et qu'ils avaient eu de nombreuses disputes violentes, dont plusieurs se terminaient avec Davison qui perçait les murs de la maison à coups de poing. Des publications sur les réseaux sociaux datant de plusieurs années montraient que Davison soutenait le Parti libertarien au Royaume-Uni, était un admirateur de l'ancien président américain Donald Trump et un défenseur du deuxième amendement américain, mieux connu sous le nom de droit de porter des armes. Dans les jours précédant la fusillade, il aurait aimé une vidéo YouTube montrant des hommes tirant à la carabine sur des cibles et aurait recherché des informations sur le tristement célèbre tueur en série Ted Bundy. Davison avait 19 ans lorsqu'il a demandé un permis de fusil de chasse en 2017. Il a déclaré être autiste et avoir un TDAH sur ses documents. Lors des vérifications des enquêteurs sur les armes à feu, ils ont découvert qu'il avait agressé 2 enseignants et un camarade à l'école Mount Tamar. Bien que la police ait également eu connaissance d'une altercation présumée avec son père en 2015 et de l'agression contre Scott Hobbs dans un supermarché en 2016, ces incidents n'ont pas été pris en compte lorsque Davison a fait sa demande.
Lors de l'enquête judiciaire menée après la fusillade, David Rees, agent chargé des enquêtes sur les armes à feu et responsable du permis de Davidson, a été interrogé. Il a affirmé n'avoir reçu aucune formation adaptée à son poste et a précisé avoir rencontré Davidson en personne, lui faisant confiance lorsqu'il disait vouloir un fusil de chasse pour le ball trap. Il est important de préciser que le fusil à pompe acheté par Davison avec son permis n'était pas le type d'arme utilisé pour cette activité. L'officier chargé de l'enquête sur les armes à feu, Rees, a également cru Davidson lorsqu'il a affirmé n'avoir aucun antécédent de maladie mentale. L'une des anciennes enseignantes de Davidson s'est portée garante pour lui et l'a décrit comme quelqu'un de sympathique, avec une bonne attitude et un intérêt reconnu pour les armes de sport, en précisant que cet intérêt ne l'inquiétait absolument pas. De plus, selon certains rapports, le médecin traitant de Davison était totalement favorable à ce qu'il obtienne un fusil de chasse, bien que d'autres rapports indiquent que le médecin a fourni une réponse standard, signifiant qu'il n'avait aucune information supplémentaire à ajouter. Après tout cela, l'officier chargé de l'enquête sur les armes à feu, Rees, a conclu que Davidson présentait un risque très faible, et il a obtenu une licence en janvier 2018. Fait intéressant, le père de Davidson, dont il était éloigné, affirme avoir parlé avec la police au sujet de la décision de lui permettre d'obtenir une arme à feu en 2017. Bien qu'il fût rarement auprès de Davidson, il semblait inquiet des capacités de son fils lorsqu'il était armé. Davison a de nouveau perdu son permis en décembre 2020 lorsqu'il a participé à une attaque brutale dans un skatepark de Plymouth. L'agression contre un garçon de 16 ans a été décrite comme féroce, intense et non provoquée et a consisté à frapper et à donner des coups de pied à l'adolescent 9 fois à la tête. Lorsqu'une fille de 15 ans a tenté d'intervenir, Davison l'a giflé, lui a craché dessus et a crié « Je déteste les femmes, putain !» Il affirmera plus tard qu'il passait une mauvaise journée et que c'est pour cette raison qu'il s'en était pris au jeune qu'il accusait de l'avoir traité de gros. N'ayant pas de condamnation antérieure, il a suivi un stage de gestion de la colère sans autre sanction. Cependant, l'enquête a révélé que les autorités subissaient des pressions pour ne pas envoyer d'autres affaires à un système judiciaire surchargé, qui accumulait du retard en raison de la Covid-19. Un autre manquement a été constaté lorsque le policier enquêteur Pablo Beckhurst n'a pas remarqué la présence d'un signalement d'armes à feu sur le système informatique national de la police. Cela a retardé l'alerte des forces de l'ordre auprès de l'unité des licences d'armes à feu et d'explosifs concernant son crime récent. De nombreux responsables ont souligné que si Davidson avait été inculpé d'agression à ce moment-là, il aurait comparu devant le tribunal, perdu sa licence et son arme, ce qui aurait entièrement empêché cette tragédie. Bien que sa licence lui ait finalement été retirée, l'officier chargé des armes à feu, David Rees, a réexaminé l'affaire et a continué de penser que le risque que Davidson représente était faible, même s'il s'attendait à ce qu'un collègue supérieur hiérarchique prenne la décision finale dans cette affaire. Cela ne s'est toutefois pas produit et le fusil de chasse de Davidson lui a été rendu en juillet 2021, seulement 5 semaines avant le massacre. À la même époque, sa mère s'inquiétait de plus en plus du comportement instable et violent de son fils. On dit que Maxine a demandé l'aide des services de santé mentale, mais il lui aurait répondu qu'ils étaient trop occupés pour s'occuper d'elle. L'enquête judiciaire de 5 semaines menée après la fusillade a conduit les jurés à déclarer que la mort de la victime avait été causée par le fait que l'auteur possédait légalement un fusil de chasse. Suite à cela, l'Office indépendant de contrôle de la police a déclaré qu'une enquête criminelle sur d'éventuels manquements aux règles de santé et de sécurité par la police du Devon et de Cornwall était en cours. Un nouveau chef de la police du Devon et de Cornwall, Will Kerr, a été nommé en décembre 2022. Will Kerr a reconnu que la police du Devon et de Cornwall n'a pas rempli ses devoirs envers la communauté concernant Jake Davison. Mais s'il y avait eu des directives nationales plus claires, une orientation et une législation spécifique concernant la délivrance des licences d'armes à feu, la prise de décision au niveau local aurait probablement été très différente. Il a également déclaré que la police avait alloué 4 millions de livres sterling à l'unité de délivrance des licences d'armes à feu et d'explosifs depuis août 2021,
et avait augmenté le nombre de membres du personnel de 45 à 99, soit plus du double de ce qui était disponible au moment de la fusillade. Le chef surintendant, Roy Linden, a admis qu'il y avait eu une série de problèmes au sein de l'unité, allant des pressions budgétaires à la réduction du nombre de personnel, en passant par des problèmes informatiques et ce qui a été qualifié de problèmes culturels où les employés sont trop tolérants face aux risques. Malgré ces efforts pour redorer leur image, beaucoup restaient en colère contre la police pour avoir laissé une personne instable comme Davidson obtenir un permis de fusil de chasse sans la moindre opposition ni la moindre question. Un député travailliste de Plymouth, Sutton et Devonport a déclaré que les systèmes de permis d'armes à feu au Royaume-Uni n'étaient pas adaptés. Il a déclaré « L'enquête a révélé que les défaillances sont systémiques et tellement enracinées. La confiance du public envers la police pour notre sécurité et la délivrance des permis d'armes à feu fait défaut. L'enquête est peut-être terminée, mais la douleur que ressentent les gens est toujours bien réelle. » Parallèlement, les familles des victimes ont également critiqué le système, décrivant le massacre comme un acte de pure malveillance. Et en déclarant cependant que nous savons désormais que cet acte maléfique a été facilité et rendu possible par une série de défaillances et d'incompétences de la part des personnes et des organisations censées nous protéger. Ils ont ajouté « Il nous échappe comment Davidson, avec des antécédents de violence, des problèmes de santé mentale et sans réelle nécessité d'en posséder une, a pu obtenir une autorisation de détenir une arme à feu. En 2023, un reportage de Sky News a indiqué que l'Office indépendant de contrôle de la police avait formulé une série de recommandations à la police du Devon et des Cornouailles, ainsi qu'au ministère de l'Intérieur, dans le but de renforcer les contrôles sur la délivrance des licences d'armes à feu. Aucun membre du personnel n'a été licencié pour la mauvaise gestion de l'affaire, bien qu'un ait reçu un avertissement écrit et qu'un autre ait pris sa retraite en 2021, échappant ainsi à toute sanction. De plus, le Conseil national des chefs de la police a annoncé qu'un programme national serait mis en place d'ici 2024. Le programme vise à former correctement les agents chargés des enquêtes sur les armes à feu et avait été recommandé près de 3 décennies plus tôt, en 1996 à la suite du massacre de Dunblane, mais n'avait jamais été mis en œuvre. Après la fusillade, les comptes Facebook et YouTube de Davison ont été supprimés. Son père a déclaré à la BBC qu'il était désolé et honteux des actes de son fils. La fusillade de Plymouth compte parmi les pires tueries de masse britanniques. Dans leur déclaration à la suite de l'enquête, les familles de Sophie et Lee Martin, Stephen Washington et Kate Shepard ont observé que des signaux d'alerte ont été ignorés et qu'un permis de tuer a été accordé.